Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un top 20 2022 pour une super année. On a eu des jeux de malades, franchement. J'ai été surpris tous les jours des sorties qui sont arrivées cette année. J'ai pu tester 238 jeux, ce qui amène mon compteur depuis 2008 à 828 jeux testés. Donc ça commence à faire quelques petites parties. Et sans plus attendre, je vais commencer par mon numéro 20. Alors, mon numéro 20, en fait, c'est un Dixit musical, comme j'aime à le décrire. Donc en fait, il a été créé, je crois, au niveau des illustrations, par 76 artistes de 23 pays différents. Alors attendez, hop, je vais sortir un petit peu quelques illustrations. Toc. Et en fait, l'idée, ça va être, c'est vraiment un jeu d'apéro, franchement ça dure un quart d'heure, 20 minutes. On va mettre 4 illustrations comme ça, qui sont censées représenter en fait des pochettes d'albums, et on va mettre notre playlist, écouter une musique quelconque, celle qui vous fait plaisir, du coup on écoute un peu de musique, c'est cool, et en fait chacun va voter secrètement pour la musique qui illustre le mieux en fait la pochette. Et si on est dans la majorité, on gagne des points. Voilà, il y a différentes formules de jeu. Mais c'est sympa parce que, comme dans Dixit, on débriefe après en disant « Ah bah tiens, ce bruit strident, ça m'a fait penser à tel élément. » Et du coup, c'est sans prétention, on passe un bon moment. C'est vraiment à la cool, quoi. C'est une excellente idée, quoi. Et je ne pouvais pas, ne serait-ce que pour son originalité, ne le mettre dans le top 20. Et d'autant plus que moi, je suis mélomane, donc j'adore la musique. Donc c'est un jeu que je n'ai eu de cesse de jouer et de faire découvrir dans ma boutique. Donc Disc Cover numéro 20. Toc. Alors je range mon petit token. Ensuite en 19e position. Alors là il y a double combo. Lucky Duck, qui font des jeux incroyables, super bien produits, ils localisent des jeux absolument superbes. AEG, c'est des psychopathes, ils font des jeux de notre monde. À chaque fois qu'il y a marqué AEG sur la boîte, je sais que je vais kiffer. D'ailleurs, il y a 3 ans, mon jeu de l'année, c'était les petites bourgades d'AEG. Et là, cette année, d'ailleurs, il y a la guilde des marchands, qui est super sympa. Je pense qu'il y a des fortes chances qu'il risque d'être dans mon top de l'année. Hop. Alors, donc 10, c'est un jeu de cartes, mais c'est pas un jeu commun, parce que on va avoir du stop ou encore, on va avoir des enchères, on va avoir de la collection, on va avoir des achats de cartes. J'ai jamais vu un jeu de cartes réunissant tous ces principes-là. Et franchement, ça marche super bien parce que chacune de ces mécaniques-là, déjà indépendamment, elles sont super cool et créent une super ambiance autour de la table. Donc franchement, 10, c'est un jeu incroyable. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va révéler une carte, puis 2, puis 3, et en fonction des chiffres, des symboles, on va avoir une enchère où, alors je vais vous trouver une carte où cet élément-là, ça va contribuer à ce qu'on continue à piocher des cartes ou pas. Ça en fait, ça a une influence sur le stop ou encore, parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse 10 lorsqu'on met des cartes sur le marché avant de choisir une carte. Et ça en fait, ça permet de retrancher ou de gagner des ressources, puisque c'est également une monnaie. Donc en fait, la personne qui a trouvé ce jeu-là, c'est super bien pensé, parce que toute l'imbrication de ces mécaniques rend le jeu vraiment unique, quoi. Donc 19e, 10. Donc 18e. Alors là, je vous parlais de beaux jeux de Lucky Duck. Voilà, beau jeu de Lucky Duck. En plus, Lucky Duck, merci à eux, ils nous ont permis de vendre la version Deluxe en boutique. D'ailleurs, elle est plus chère, mais franchement économisée, parce que ça vaut le coup, elle vaut 90€. Mais donc Lucky Duck nous a permis de vendre la version Deluxe qui était en Kickstarter, et je l'en remercie parce que c'est une boîte absolument fantastique. C'est une boîte de bonbons, quoi.
et permettre aux boutiques de pouvoir transmettre un jeu et de continuer à ce qu'ils vivent à travers les boutiques avec la meilleure version possible, bah, c'est tout simplement génial. Vous voyez, vous avez des game trays avec des ressources qui sont super jolies. Vous avez le tapis néoprène. Alors moi je suis fan de tapis néoprène. Vous avez les cartes boutiques. Touc. Vous avez les pièces. Alors si je vous l'avais pas encore, courez dans vos boutiques parce que on l'aura pas longtemps encore. Hein. Hop, les pièces. Et les petits dragons. Voilà, on a aussi, bon ben je vous montre les cartes. Quelques cartes, mais... Hop, et c'est un jeu fantastique. Franchement, il est beau, mais pas que. Parce que la mécanique, c'est de la pose d'ouvriers, de commerce, de vente, on va honorer des contrats. Il est très bien fait parce qu'il va falloir prioriser ou mettre son dragon sur notre plateau de jeu. Et en fonction de là où on va se poser, on va activer un effet, collecter des ressources. Et avec ces ressources, on va pouvoir acheter des cartes mission, on va dire, qui vont nous permettre de scorer. Et on peut rajouter un peu d'asymétrie avec des aptitudes spécifiques des dragons. Alors ça, je vous conseille pas forcément parce que ça déséquilibre un peu le jeu. Nature peinture, il est déjà très bien comme ça. Pas la peine d'en rajouter Maxwell. Donc c'est très chouette. Et alors moi c'est perso, je trouve qu'il y a un petit air Miyazaki dans le style graphique, dans la représentation des scènes. Enfin c'est une petite sensation que j'ai. Mais vraiment un jeu absolument magnifique quoi. On se pose, on joue à ça, c'est zen. Tout va bien dans le monde. Hop. Touc. Touc. Bon désolé, je pose à l'arrache pour faire vite, hein, mais je fais attention à mon jeu quand même, j'y tiens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je regarde ma petite liste. Almanach. Alors ça aussi. Alors vous verrez qu'en fait, l'un des critères pour moi, hein, alors là c'est vraiment que des jeux que j'ai adoré jouer. Je suis professionnel, c'est pas les meilleurs jeux sur le marché de manière pragmatique, mais c'est les jeux auxquels j'ai eu le plus de sensations. Donc voilà, donc si vous retrouvez dans mon style de jeu, en fait vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de très très bons jeux. Mais évidemment en fonction de vos goûts, de vos préférences, c'est pas forcément les jeux que vous aurez mis dans votre top 20, mais au moins ça vous permet de vous intéresser à des jeux auxquels vous n'avez pas prêté attention. Et du coup, Almanach, c'est le deuxième du nom. Alors j'avais déjà adoré le premier. Le deuxième, il y a un côté encore plus ludique. Et en fait, le principe, c'est que c'est une pose d'ouvrier. Mais c'est, je répète tout le temps le mot ludique pour ce jeu, mais franchement, il n'y a pas d'autre terme. Parce qu'on s'amuse de page en page en modifiant la façon dont on va poser nos ouvriers. Donc il y a un petit côté narratif parce qu'en fait, on va se balader dans un royaume. Alors, attends, je crois que c'est là-dedans. Regarde où est-ce qu'est la carte, voilà. Là, vous avez la carte avec le royaume, et en fonction du chemin qu'on va faire, ça va faire comme une campagne arborescente, on va aller d'un lieu à l'autre, et pas toujours dans le même sens, il y a 16 lieux, et du coup, à chaque page, on va aller, il va y avoir un événement avec un petit côté narratif qui va vous dire ce qui se passe, et on va poser nos ouvriers dans différentes zones pour collecter des ressources, puis les vendre pour scorer. Et en fait, on va développer notre caravane, qui est comme ça, en rajoutant de nouveaux modules, en adaptant notre espace pour mettre les ressources qu'il nous faut. Il y a un petit côté enchère aussi pour savoir qui est le premier joueur, qui est assez sympathique. Et vous voyez le matériel, à chaque fois, vous avez des trucs vraiment très différents, quoi. Hop, alors, pardon, je mets bien en face de la caméra. Il y a même dans le deuxième opus un petit côté dextérité où on balance la clé en l'air, faut la rattraper. À chaque fois on voit le matériel, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le chameau. Et tout de très très bonne qualité, hein. Franchement c'est magnifique. Alors moi j'ai mis des petites capsules, je l'ai encore upgradé. Je suis fan des capsules aussi. Toc. Donc Almanach, poste d'ouvrier, ludique, chaque page on joue différemment, on collecte nos ressources, on a notre petite caravane qui se développe au fur et à mesure. C'est topissime Almanach. Alors,
Almanach, on était en 17e position. En 16e position, alors ça c'est une pépite qui a marqué l'histoire du jeu, que Lucky Duck nous permet encore d'avoir, mais en one-shot en boutique. C'est un beau cadeau de leur part, et pour ceux qui aiment les jeux exceptionnels, puisque c'est le très lourd Too Many Bones. Alors ça c'est un ovni, ne serait-ce qu'en termes de matériel. C'est extrêmement quali quoi. Il n'y avait que Lucky Duck Game qui pouvait sortir ce jeu. Donc en fait c'est du combat, on va dire narratif avec du combat tactique. C'est le combat tactique qui est quand même au cœur du jeu. Le narratif, je dirais pas qu'il est léger, mais ça nous permet d'asseoir un univers spécifique. Mais vraiment la grande qualité du jeu c'est la gestion de son personnage. Et l'utilisation de jetons de poker pour représenter les points de vie, les personnages adverses, etc. Et on a 12 millions de dés à l'intérieur, ils sont tous ouvragés. Et on a, comme je vous l'ai déjà dit, des tapis néoprène, puisque j'adore ça. Vous voyez, ça, c'est techniquement, ils auraient pu très bien faire une feuille d'1 millimètre d'épaisseur et ça aurait fait le job. Mais là, vous avez le néoprène, vous partez à l'aventure pour des heures, et ben franchement, vous êtes super content quoi. Bon, le système est assez complexe quand même, mais c'est pour ceux qui aiment les jeux de combat tactique, le positionnement, le stuffage de personnages et tout ça, c'est très très bien. Et chaque créature, son fonctionnement est vraiment hyper ingénieux, et du coup à chaque fois c'est de nouveaux challenges de dire qui on priorise, quel personnage va attaquer, où est-ce qu'on se positionne sur la minimap de combat tactique. C'est vraiment hyper satisfaisant à manipuler, et en plus la mécanique elle est absolument unique. Il y en a pour des heures et des heures de jeu, franchement vous en avez pour votre argent. C'est un jeu magnifique. Puis il est en 16e position TMB. Regardez ça. Hop, ça c'est l'intérieur de la boîte. Donc bravo. Et encore merci Lucky Duck. Et d'ailleurs je tiens à vous le dire qu'il y aura la suite Undertow, c'est signé. Donc pour ceux qui ont investi dans la première boîte, quand ils auront fait le tour du jeu après 400 heures de jeu, ils pourront passer à l'extension. Et je serai partenaire évidemment de ce one-shot en boutique. Ensuite, on va avoir en 15e position Bad Company. Donc là c'est plus léger. Seal of Excellence, à chaque fois que vous voyez ça, foncez, c'est bon. C'est bon, voire très bon. Donc Bad Company, un petit côté mini-ville. Donc en fait on va gérer une bande de personnages, de bandits, qui ont chacun un chiffre comme ça. On va lancer les dés au début du tour et on va activer le chiffre correspondant. Et en fait ces personnages là, on va pouvoir les upgrader. On va avoir une récompense dès qu'il est activé, comme dans Miniville. Et en fait, on va pouvoir rajouter des options sur ces personnages. Comme ça, quand on l'activera, et en fait, on aura plus de gains, quoi. Et l'objectif, on a plusieurs pistes. Une piste où on se fait poursuivre par la police. Une piste où on va pouvoir obtenir des objectifs. Et une piste où on va pouvoir upgrader ses personnages. Et en fait, c'est une résolution d'objectifs. Hein. Le but, en fait, c'est de collecter des ressources spécifiques pour essayer de gagner des points de victoire et faire des collections. Mais l'approche graphique, le thème des bandits est super bien trouvé. Et franchement, c'est très, très agréable à jouer. Et c'est notre plateau de base. On va poser les cartes que je vous ai montrées. Donc voilà, donc c'est très familial. On peut jouer jusqu'à 5 ou 6, je crois. Et c'est vraiment très cool. Si vous aimez le côté jeter des dés à la mini-ville, c'est un jeu qui est fait pour vous, quoi. Vous voyez, voilà, je vais pas tout sortir, mais on voit les différentes pistes. Ça c'est pour les achats au fur et à mesure. Ça c'est la police qui nous poursuit. Donc très agréable. Et l'approche graphique, elle est marrante. Ça se prend pas au sérieux. Et c'est parfaitement adapté à l'esprit du jeu. Oui, c'est bien un 6. Là ça se joue en solo aussi, tiens, je me rappelais plus ça.
Bad Company en 15e position. En 14e, alors il a déjà un petit frère, Escape d'Air Sector. Le premier c'était Escape d'Air Castle. Oh, regardez comme de par hasard. Donc en fait c'est la suite, enfin la suite, c'est dans la même mécanique. C'est un genre de livre dans le héros avec l'approche graphique de l'époque. Et l'approche, alors je les ai mises en tout parce que en fait moi j'aime bien à chaque fois que je joue d'écarter les cartes que j'ai faites. Donc en fait on est des prisonniers dans une base spatiale et on va devoir s'échapper. Et en fait on va avoir 20 cartes et à chaque carte on va tirer, à chaque tour on va tirer une nouvelle carte et on va devoir résoudre l'événement. C'est un jeu de dés, hein, donc on va lancer des dés pour essayer d'éliminer les créatures, les gardiens, pallier aux événements et réussir à survivre jusqu'à la fin. Alors, on survit pas souvent, donc quand on est enfermé, généralement c'est galère de sortir d'une base spatiale. Là, le petit côté innovant par rapport à Escape d'Air Castle, c'est qu'on a des armes de tir. Du coup, on a des dés correspondant aux armes de tir. Donc les armes elles peuvent s'enrayer, tout ça, c'est très très bien pensé. Et vous voyez par exemple si je lis une carte, on ressent vraiment l'esprit livre d'un héros. Dans l'obscurité devant vous, vous entendez le cliquettement et le vombrissement familier d'un robot réparateur. Puis soudain, une explosion retentit. Le passage s'éclaire tout à coup et vous apercevez le robot projeté en l'air se désintégrer sous la force de l'explosion qui envoie des éclats de métal chauffés à blanc vers vous. Voilà. Et en fait généralement on a quand on affronte un boss, on a des réussites à faire avec les dés, et quand on les réussit pas, ben on morfle. On prend des tatanes dans la tronche. Donc c'est très agréable. Ça, moi j'y joue souvent en solo. Je suis pas soloiste, mais il y a certains jeux, vous verrez que j'aime bien jouer seul, ou en coopératif avec mon fils, ça j'aime bien aussi. Et c'est un jeu solo que j'aime beaucoup sortir. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? 13e, OAK. Alors ça, c'est un jeu que vous verrez pas dans beaucoup de boutiques, parce que je suis allé le chercher en Belgique, c'est un Kickstarter. Il me reste encore 2 boîtes, version Kickstarter, avis aux amateurs. Ça, c'est la version Kickstarter. Donc, très beau jeu. Donc vous avez compris qu'un des arguments déjà de base pour moi, c'est la beauté. Hein. Donc, quand il est beau déjà, c'est la moitié du chemin de fait. Donc OAK, en fait, qui veut dire chaîne en celtique, c'est on incarne des druides. Donc là, la version Kickstarter, on a un plateau nuit, un plateau jour. D'ailleurs, on y joue vendredi, si vous passez dans le sud. Hop. Et on a des éléments, des ressources upgradées aussi. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va incarner un druide que l'on va envoyer grâce à des cartes dans différentes zones. C'est la pose d'ouvrier, hein, pour soit récupérer des ressources, soit pour activer acheter ce genre d'éléments là, qui sont à durée de vie limitée. Alors ça c'est sympa parce que quand on achète un élément comme ça, à chaque utilisation, on le fait coulisser. Et au début on gagne des points de victoire et après on en perd. Donc attention à pas être trop gourmand et à bien choisir ses objets. On a des créatures aussi, toutes uniques. Alors je vais essayer de vous en trouver. Ah. On a des créatures toutes uniques qui nous apportent des bonus ou des points de victoire. Hop, alors, je vous montre le matériel parce que ça aussi c'était fourni dans la boîte, vous voyez. Et on a chacun notre petite boîte comme ça. Toc. Vous voyez. Et en fait, on va pouvoir développer nos druides et leur donner des spécialités. En fonction de la spécialité, on va pouvoir étendre notre plateau personnel, on va pouvoir débloquer certaines zones. Le matériel est sympa, ça c'est le matériel pour chaque personnage. Et on met vraiment physiquement l'élément sur le druide. Voilà. Donc là, j'ai upgradé ce druide là, vous voyez. Donc c'est très sympathique. Quand vous aimez la pose d'ouvrier, c'est génial. Et en fait, vous voyez, il y a une course-poursuite aussi sur le chêne sacré. On va pouvoir monter, gagner des éléments. Il y a une notion avec le solstice. Et ben là, il va y avoir une réserve de druides. On va pas forcément pouvoir se positionner là où un druide se met déjà. Voilà, il y a plein d'idées géniales à pose d'ouvrier. Et petite cerise,
notre plateau, vous voyez, il est double dash. Donc là, en fait, on va avoir les différentes familles de ressources qui vont nous servir, les positionnements pour nos druides, et ça, on va pouvoir le développer. Notre petit plateau. Donc, il y a 2 développements différents. Ah, très chouette. Hop, je range un peu. Et après, on passe au reste. Donc du coup, celui-ci, c'est un des postes d'ouvrier qui m'a le plus plu. Mais vous verrez, c'est pas le seul, parce qu'il va y en avoir d'autres. Hop, il va y en avoir d'autres. Celui-là, collector, il est fort sympathique. Donc Oak. Ensuite, en 12e position, Endless Winter. Ah bah voilà, on prend le poste d'ouvrier. Ça aussi, mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Pas cher par rapport au contenu. Et vraiment, tout est hyper quali. Ne serait-ce que le livret, c'est incroyable. Et vous allez voir l'intérieur. Alors, c'est un poste d'ouvrier hyper riche, donc faut pas s'égarer, parce que on a vite fait de faire tout et mal. Donc en fait, il faut bien s'organiser, parce que dans ce jeu, on va pouvoir aller à la chasse, on va pouvoir recruter des personnages, on va pouvoir effectuer des collections, on va pouvoir aller construire de nouveaux villages, on va pouvoir monter sur des pistes spécifiques, se spécialiser. Il y a énormément de choses à faire. Il y a la symétrie aussi, parce que notre chef nous permet d'avoir une capacité spéciale. Donc vous voyez le rangement encore de ouf. Le double dash, que l'on aime tant. Et oui, c'est vrai que c'est super bien. Et ça, c'est un Kickstarter aussi. Et chacun, voilà, on commence, on s'installe. Tiens, ta petite boîte avec ton matos. Déjà, on se sent important quand même. Et avec les illustrations du grand, du très grand, on l'adore, il est génial, il y a un truc magique chez lui. Monsieur Miko. C'est particulier comme esthétique, Miko, mais oh là là, je sais pas, il y a un truc chez lui à chaque fois qu'il y a Miko, toute la gamme Valeria, les Shem Phillips et tout ça, à chaque fois que je vois une illustration de Miko, ben, j'ai envie de jouer à ces jeux, et il y a une adéquation qualité des illustrations et qualité des jeux qui sont choisis par Miko qui sont hallucinants. Franchement, ça tabasse. Alors attendez, je vais vous montrer d'autres illustrations. La chaman, l'éclaireur. Ouais, il est génial, Miko. Donc là, beau matériel, belles illustrations, parfaitement adaptées au jeu. Une mécanique riche, avec plein de possibilités. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc Endless Winter, c'est excellent, quoi. Et encore, voilà. Non mais les gars, ils sont pas obligés de faire ça, quoi. Vous n'êtes pas obligés de faire ça à l'intérieur des boîtes, et vous le faites. Parce que vous aimez les belles choses. Parce que, je le répète, le jeu de société, c'est de la culture. Donc si l'État pouvait un peu plus nous donner un coup de main pour la reconnaissance culturelle de cet objet millénaire, ben allez-y, foncez. Et criez-le haut et fort que c'est de la culture. Peut-être qu'à un moment, ça arrivera dans les bureaux des ministres. Ensuite, 11e position, Wild. Hop, alors ça aussi, qu'est-ce qui est beau. Donc Wild, en fait, c'est on va dire un jeu de composition de tableau, pour être pragmatique. Oh, regardez ça, ces animaux. Ces meeples de malade. Donc rien que ça à manipuler, c'est super cool, quoi. C'est méga cool. Et en fait, le système de jeu est vraiment très bien fait. Alors, je vais sortir... bon, ça c'est pas fourni avec. J'ai pimpé mon jeu, ouais. Ah oui, faut que je vous montre ça aussi. Ça c'est de côté, parce que je le rentre pas dans la boîte, évidemment. Ça va être notre petit présentoir à objectif, regardez ça. Ça aussi c'est un Kickstarter. Donc Kickstarter c'est bien parce que ça
Ça aide aussi à avoir des financements pour de très très beaux jeux auxquels les éditeurs croient peut-être pas forcément à avoir une vie, quoi, à être édités. Voilà, et après ça facilite la visibilité et à ce que des partenaires comme MAD décident de les éditer, quoi. Hop, donc ça c'est aussi de la pose d'ouvrier, bon sommaire parce qu'on n'a qu'un ouvrier en fait, et on va le positionner sur différentes zones pour intégrer nouveaux animaux dans un écosystème, prendre des objectifs, il y a tout un tas d'actions, et il faut bien se positionner parce on a en fait un potentiel de 6 ou 7 points d'action entre guillemets représentés par des pièces, et en fonction du coût qu'on paye, on pourra faire plus ou moins d'actions sur le tour, quoi. Et on a un plateau comme celui-là où on va aller positionner. Merde. Pardon. On va positionner les animaux. Là en fait, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a savane, eau, lac, forêt, montagne, etc. Et en fonction des objectifs qu'on a, oh, les cartes elles sont super épaisses, il va falloir les positionner d'une certaine façon. Mais bien entendu, il y a certains adversaires qui vont vous les défaire, vous allez un peu galérer pour les mettre dans le sens qu'il faut. Et vous allez devoir récupérer les bons objectifs parce qu'en fonction des icônes et des objectifs de la partie spécifique, vous allez gagner plus ou moins de points. Donc c'est tout un jeu de planification, d'organisation, et quand vous voyez ce plateau de jeu avec plein d'animaux différents, vous avez envie de virer un joueur de la table et de prendre sa place pour jouer, quoi. Clairement. Voilà, super chouette. Très très beau jeu, quoi. Ça c'est un bel objet. Si vous voulez faire un cadeau, allez-y, hein. Ça vous allez avoir les yeux qui pétillent. Hop. Alors, je range un peu parce que je fais le fou, j'en mets de partout là. Il faut ranger les jeux parce que dès qu'on va y jouer, c'est mort. Hop, Wild 11. Bon là on arrive dans la crème de la crème là. On arrive au numéro 10. Alors, ça fait longtemps que je cherchais un jeu qui pouvait potentiellement remplacer Risk. Et figurez-vous qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Des jeux à la Risk. Et là, Eric Vogel, il a réussi avec First Empires. Un très très bel écran. Et une mécanique qui vient à la base de Kitara, de l'auteur. Et il a fait quelque chose de beaucoup mieux que Kitara. Kitara était sympa. Celui-là, il est très bon. Et en fait, c'est un jeu donc à la Risk. Vous avez une map adaptée en fonction du nombre de joueurs, comme ça. Et vous allez devoir développer votre civilisation. Vous avez chacun un plateau personnel qui est de la symétrie, avec un peu d'asymétrie. Et en fait, vous allez développer les différents items, le nombre de dés lancés, le nombre de relances, le nombre de mouvements, le nombre d'objectifs et le nombre de soldats sur la map. Et en fait, le côté ingénieux du jeu, donc ça c'est notre petite boîte perso, classe à tabasse. Vous allez en fait, quand vous allez déplacer des troupes, vous allez non pas éliminer les troupes, donc il n'y a pas un côté punitif, mais vous allez en fait les faire retraiter. Et du coup c'est intéressant et pour l'attaquant et pour le défenseur. Il faut simplement être en quantité supérieure, donc par exemple ces trois là, si j'ai assez de mouvement je peux aller ici, je chasse celui-là, le territoire maintenant il est à moi. Et je rends la troupe à mon adversaire qui va pouvoir le mettre sur une des zones qu'il possède. Donc il va pouvoir s'affaiblir d'un côté mais se renforcer de l'autre. Et du coup on est toujours en mouvement et on n'est pas frustré de se dire putain j'ai perdu tous mes bonhommes. Non, à la Risk quoi, là et c'est simple, c'est tactique. C'est marrant parce qu'au début on croit que c'est très simpliste, et en fait, quand j'observe les gens jouer, je vois qu'il y a une vraie réflexion. Avant chaque décision, ils réfléchissent à deux fois à comment ils vont appréhender la gestion de leur armée, quoi. Et vous voyez, on a des objectifs qui vont nous permettre de scorer. Et en fonction de comment sont positionnés nos personnages et des résultats de dés qu'on a fait,
par exemple je suis ici, comme j'ai fait ce dé là, j'augmente sur la piste du mouvement. Et du coup on va devoir se positionner sur la carte pour développer notre civilisation pour marquer, et essayer de booter les adversaires hors de leur terrain pour piller leur ville et installer nos propres villes. Parce que ça aussi, en fonction de quand on atteint, ça aussi c'est tactique mine de rien, quand on atteint un seuil de développement, on a le droit de mettre une ville. Mais peut-être que à un moment, quand on va se développer, ça sera peut-être pas le bon moment pour mettre sa ville, puisqu'on pourra se la faire piller dès le tour prochain, si on a mal protégé nos frontières. Donc il y a tout un tas de petites mécaniques qui s'imbriquent, et c'est extrêmement malin. Donc, voilà, First Empires, le premier jeu qui rentre dans le top 10. Et celui-là, franchement, elle est bien méritée sa place, parce qu'il est arrivé en début d'année, et vous voyez, il a été difficile à déboulonner. Je vous rappelle que j'ai quand même joué à 238 jeux, donc s'il est dans le top 10, c'est que lui s'est battu pour le rester. Hein. Et ouais, c'est super beau. Ah, les plateaux sont chouettes. Il y a encore du double dash. Ça fait 3 jeux avec du double dash là. En fait, faut mettre que du double dash, les gars. Voilà, ça c'est top. Alors ensuite, on va voir qui en 9ème. En 9ème. Ah, ça c'est un grand classique. Alors je l'ai mis sur le 2022 parce qu'il y a eu une belle réédition. Donc ça, bon, ça tâche un peu là, hein, les moustachus et tout là, c'est pas super beau. Ça c'est l'ancienne, d'accord ? Voilà. Great Western Trail, c'est un jeu de gestion qui est extrêmement bien fait parce qu'il y a une gestion de main. On a un plateau. Quand je le vois, j'ai envie de rejouer là. En fait, il y a plein de bonnes idées, quoi. Vous allez développer le plateau en mettant des tuiles qui vont embêter les adversaires. On va devoir être opportuniste pour réussir à récupérer des éléments avant les autres. On va pouvoir progresser sur une piste de chemin de fer. On va améliorer notre main parce qu'on est des cow-boys. On va avoir un cheptel à gérer. Donc en fait, les vaches, elles vont nous rapporter plus ou moins de points de victoire. Donc il va falloir enrichir sa main, parce que dès qu'on fait un tour du plateau, on va devoir passer à la vente de notre cheptel. Et pour ça, il faut avoir en fait le cheptel le plus varié possible, avec des vaches qui rapportent le mieux. Voilà, dès qu'on est arrivé ici, hop, on vend. Ça veut dire qu'il va falloir mieux se débrouiller que ses adversaires, être plus rapide qu'eux, mais en même temps à prendre suffisamment de temps pour développer notre cheptel et pas se retrouver à vendre des pauvres vaches qui rapporteront pas beaucoup. Donc il y a toujours ce côté-là, est-ce que je vais vite pour être opportuniste ou est-ce que je me développe bien? Donc on est toujours bousculé entre ces deux éléments-là, et ça c'est l'un des cœurs du jeu, et pour moi ça reste le meilleur jeu d'Alexander Pfister. Ensuite, alors, qu'avons-nous? Ça monte. 8ème, Perladora. Alors c'est un petit jeu. C'est également une réédition. Avant il s'appelait Armadora. J'étais triste de sa disparition, mais quand je revois ce qu'ils en ont fait de la réédition, je suis ravi. Et je suis content de pouvoir proposer ce jeu en boutique parce que c'est vraiment une pépite. C'est un jeu qui se joue à 2-3. Voilà, 4 c'est une variante, mais c'est pas le cœur du jeu. Et en fait c'est tout simple, vous avez le plateau, où vous allez avoir des perles en fait sur différentes zones. Et à chaque tour vous allez soit mettre une ou deux baguettes pour partitionner en fait le terrain, soit vous allez mettre face cachée un de vos personnages qui a une certaine valeur. Et à la fin, dès que tout sera partitionné, on va révéler dans chaque zone les personnages qu'on en a mis, et la majorité va faire que l'on gagne une zone. Mais ce qui est sympa un petit peu à la Corridor, c'est qu'on va là, on sait qu'il y a 9 perles. On sait qu'il y a 9 perles, et il y a quelqu'un qui met un personnage là. Moi je mets un personnage là, admettons, je dis ouais je suis super content, je suis juste à côté, et bam, le gars il met 2 barrières là, et en fait je suis pas dans la même zone. Et mais comme je suis malin, en fait c'est un personnage 1 que j'ai mis, et du coup en fait ça m'arrange qu'il ait fait ça, parce que comme ça mon personnage 4 je le mets à côté. Voilà, il y a des petites tactiques comme ça,
c'est tendu, faut toujours prendre la bonne décision, c'est un jeu d'opportunisme, ça marche super bien quoi, c'est hyper agréable, et avec un public très large. Donc Perla d'Ora, indémodable, numéro 8. Alors, numéro 7. Alors, très belle surprise de fin d'année, Bullet, projectile. Donc en fait, comme je vous ai dit, je suis pas un soloiste, mais celui-là, en ce moment, j'y joue quasiment tous les soirs. Il est d'une originalité incroyable. Alors on incarne une héroïne, badass, style un peu manga. Et en fait, vous voyez ici des projectiles. Donc à chaque tour, on va tirer d'un sac entre 7 à 9 projectiles qu'on va installer sur des pistes. Si jamais les projectiles arrivent jusqu'en bas, bim, on morfle. Et on peut morfler que 4 fois. Donc là, je vous explique le jeu solo, parce qu'on peut jouer en coopératif et en compétitif en temps réel. Bon, c'est une tuerie, tous les modes de jeu, ils tabassent. Mais là, je vous explique en solo. Donc en fait, à chaque tour, je vais utiliser une de mes cartes, parce que c'est à point d'action, on a 7 points d'action. Je vais utiliser une des cartes qui va m'indiquer comment positionner les projectiles grâce à mes points d'action. Si je le fais, je retire des projectiles que j'envoie dans la tronche du boss. Il y a 8 boss différents, donc 56 possibilités différentes. Avant de faire le tour du jeu, voilà, vous avez le temps. Sachant que vous gagnez à peu près une fois toutes les 3 voire 4 parties. Donc vous allez morfler, vous allez tout le temps dépasser. Et donc, vous envoyez des projectiles à l'adversaire. Dès qu'on atteint un certain seuil, en fait, ça fait péter un de ses boucliers. Quand ça fait péter un bouclier, ça vous renvoie dans la tronche des trucs en fonction de la mécanique du personnage. Ça peut vous faire descendre tous vos projectiles, ou ça peut rajouter un projectile supplémentaire, parce que non seulement il faut se débarrasser de ces projectiles et les envoyer dans la tronche de l'adversaire, mais le boss, vicieux qu'il est, vous impose une disposition de certains projectiles sur la map. Par exemple, avoir un 1 et un 2 en dessous de l'autre, ou avoir un alignement de 4. Et non seulement il faut s'en débarrasser, éviter qu'il tombe trop bas, parce que sinon on va forcément subir des blessures. Mais si on respecte pas ce que le boss nous demande sur sa disposition du tour, parce que ça change chaque tour, eh bien on va subir une conséquence néfaste. Donc c'est incroyable comme système de jeu, c'est facile à mettre en place, une partie c'est 30 minutes, voilà, moi c'est ce que je demande aux jeux solo, tu mets en place ton petit matériel à la cool, tu joues 30 minutes, tu gagnes, tu perds, tu ranges tout, c'est fini. Voilà, hyper original, et Bullet, je kiffe ce jeu, je pense qu'il risque de rentrer dans mon top 100. Il y a de fortes chances, parce que je vous rappelle que pour qu'un jeu rentre dans mon top, déjà, il faut que j'y joue 30 fois, pour être sûr qu'il soit indémodable. Ensuite, numéro 6, Cubitos. Et ça serait pas du AEG, ça? Ça serait pas du AEG? Mais oui! Ah, Cubitos, le matériel. Oh là 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 là. Moi, j'adore les jeux de dés, déjà. Et là, c'est un jeu de course avec des dés. Du stop ou encore. On a plein de pistes différentes. Pour moi, c'est le jeu de course le plus fun, en fait. Vous allez choisir votre course. Et vous allez avoir une association de cartes comme ça. Ça par exemple c'est la course 2, circuit resté en tête d'épingle, parce qu'on a 4 courses. Et en fait on va sélectionner 8 dés. Et chaque dé va avoir une règle spéciale. D'accord ? Et un coût, parce qu'on va acheter des dés. C'est du dice building. Là vous voyez un récapitulatif des faces. Et en fait le bonus du dé. Et en fait, les dés se présentent comme ça. Voilà, vous avez plein de dés. Et à la base, vous avez des petits dés gris tout péraves. Et vous avez votre petit plateau, comme ça. Vous allez avoir vos 8-9 dés là. Vous allez les lancer. Et chaque réussite, vous allez les activer. Vous allez les mettre de côté. Et après, à chaque tour, à chaque fois que vous lancez les dés, vous pouvez dire... je m'arrête ou je continue, en prenant les dés qui sont des échecs. Si jamais quand je lance les dés, je ne fais que des échecs, je perds mon tour, les dés qui devaient être activés sont défaussés, et je n'avance pas. Donc il y a une prise de risque, voilà. Et si jamais je réussis à avoir des ressources, avec les ressources je vais acheter de nouveaux dés.
et je vais pouvoir épurer mon deck de dés, je vais pouvoir comboter les dés les uns avec les autres en fonction de leurs règles spéciales, et tout ça pour me permettre d'avancer et d'être premier dans la course. Et c'est très, très sympa parce que, comme je vous disais, on a 8 dés différents, ils sont super jolis, on avance notre petit personnage sur le plateau il est un peu la Mario Kart, il y a des pièges, il y a des bonus, il y a des raccourcis, il y a tout un tas de choses. Il y a des paramètres différents et on peut même créer son propre deck de cartes parce que pour chaque dé il y a 8 cartes différentes, donc ça veut dire que à chaque fois on a 8 façons de jouer le même dé, donc ça fait des possibilités absolument infinies et c'est vraiment super beau quand on a tous nos dés sur notre petit plateau, qu'on se bat pour essayer d'avancer, et des remontadas, des prises de risques, c'est hyper fun quoi. Et c'est du HG. Hop. Donc. Cubitos dans le top. Ensuite, 5ème, voilà, dans la crème de la crème. Hein. Alors, j'ai prêté la grosse boîte à un pote, donc du coup, moi j'ai plus que ça, hein. C'est vite parti, il n'y a plus grand chose en boutique. Donc Dice Throne, jeu 2D, comme j'aime. Mécanique du Yams, tactique juste ce qu'il faut, puisqu'en fait on incarne un personnage, il faut tataner la tronche de l'autre personnage, donc asymétrique. On va acheter des cartes qui vont nous permettre de booster nos combinaisons 2D, ou de faire mal à l'adversaire, ou de piocher d'autres cartes. Et en fait, l'idée c'est qu'on va lancer à chaque fois 3 fois les dés pour faire des blessures à notre adversaire. Chaque personnage a sa mécanique propre, sa façon de jouer, plutôt défensif, plutôt offensif, plutôt axé sur tel item, sur tel token, voilà, il y a plein de trucs différents. Et c'est encore Lucky Duck. Voilà, il va y avoir la saison 2, je crois dans 1 mois et demi, qui va arriver en boutique, qu'on attend avec fort impatience, et peut-être un jour, si on est sage en France, on aura la version Marvel, mais ça c'est si vraiment on est très sage quoi. Bon, pour l'instant on n'est pas hyper sage, mais... Hop, voilà. Ensuite en position numéro 4, jeu d'affrontement. J'aime beaucoup les jeux d'affrontement, vous allez voir dans la suite. Summoner Wars, réédition aussi, mais c'est bien d'aller chercher des choses qui sont plus là et qui sont très bons. Petit message aux éditeurs qui ne regardent sans doute pas cette vidéo, la vanne, vous le faites paraître s'il vous plaît, merci. Parce que la vanne c'est génial et il faudrait bien le ressortir, ça me ferait plaisir, voilà. En fait, là, dans Summoner Wars, alors je vais sortir le plateau. Moi j'ai la totale, hein, parce qu'il y a une boîte, une grosse boîte, une petite boîte, 2 factions séparées, j'ai tout pris moi. Hop. Donc, alors, voilà, ça c'est le plateau où on va poser nos cartes. Donc c'est un jeu d'affrontement, mais on va utiliser des cartes. Il y a 11 factions à ce jour, je crois. Ils sont toutes asymétriques, le but c'est de dézinguer l'invocateur adverse qui a des points de vie, là, 12 points de vie par exemple, avec une règle spéciale. Et on va poser nos cartes sur le plateau, les avancer, attaquer, tirer, lancer des événements, recruter de nouveaux personnages, balancer des portails pour faire venir nos troupes de différents endroits. L'objectif numéro 1, c'est tout simplement d'éliminer l'invocateur adverse. Donc on a, vous voyez, on a plein de factions différentes. Là, c'est les orques de la toundra, les elfes de la savane, ça c'est un de mes préférés. Vous avez les oiseaux, là, comment ils s'appellent ? Ça c'est l'une des dernières. Les aviens lance-ciel. Voilà, si vous rêvez de jouer une armée de pigeons, ben voilà. Donc il y a plein d'armées comme ça, et en fait le système de combat est très simple. Vous invoquez grâce au mana que vous accumulez, et aux éléments que vous tuez, aux cartes que vous sacrifiez. C'est très tactique, et en fait c'est tout un tas de mouvements de cartes. Faut être patient pour pas se faire dézinguer et ne pas trop exposer votre boss. Mais c'est un très bon jeu, avec à chaque fois une approche différente en fonction des troupes de la faction que l'on choisit. Donc c'est un jeu
Lui, déjà, je peux vous le dire, j'ai déjà fait plus de 30 parties. Donc il va, je pense, vous verrez, avoir une très très bonne position dans mon top 100, celui-là. Donc Summoner Wars. D'ailleurs, là, c'est du Matago. Matago, cette année, franchement, chapeau, ils nous ont sorti des grosses pépites. Ensuite, ça y est, on rentre sur le podium. Le podium avec un jeu qui était en Kickstarter aussi, qui est un jeu d'affrontement avec des figurines, puisque moi j'adore les figurines aussi, et je suis peintre en figurines depuis longtemps, et j'aime les belles figurines, donc j'aime les jeux d'affrontement, et en plus si vous mettez des figurines, ben, je fonds. Et donc ce jeu, il est un peu lourd parce qu'il y a pas mal de trucs dedans, c'est Super Fantasy Brawl. Lui il a quelques années aussi, mais oh, en retail il est sorti cette année, en 2022, donc ça compte, merci. Hop. Voilà, on a un super plateau. Donc en fait, on va se créer une team de trois personnages. Alors malheureusement, bon, j'ai pas pensé à apporter mes figurines peintes. Elles sont dans la vitrine. Mince, ah dommage. Et du coup, je monte quelques figurines non peintes. C'est du 54 mm, donc c'est une approche de peinture qui est différente. C'est pas commun à peindre, donc du coup c'est cool. Ça change un peu du 28-32 mm. Donc les 28 pour ceux qui sont pas peinture, normalement une figurine 28 mm c'est à peu près cette taille là. Voilà. Donc du coup là c'est beaucoup plus détaillé, on peut faire des effets de malade. Et ce qui est sympa c'est de créer sa propre bande en fonction des affinités qu'on a quoi. Et c'est un combat d'arène. Donc en fait on incarne chacun 3 personnages, il va y avoir des objectifs mouvants à atteindre qui vont être soit être près d'une statue, soit être dans le camp adverse, soit éliminer une figurine spécifiquement. Et en fait on a du mana, comme ça on a 3 points de mana à chaque tour. Et on va utiliser par exemple mana jaune pour faire une action jaune qu'on voit là, ou utiliser une carte spéciale jaune. Voilà. Et chaque deck a ses particularités, on a des attaques offensives, défensives, qui nous permet de régénérer des points de vie. On va pouvoir upgrader son personnage quand on fait une perte. C'est très malin, c'est très stratégique, ça reste accessible, c'est rejouable à mort grâce à toutes les troupes différentes que l'on a. On peut se faire des choses à thème, c'est vraiment excellent. Excellent jeu. Et il est le premier de mon podium, donc en 3e position. Donc, alors, on va le mettre là. Attendez, on va plutôt faire ça. Voilà. Bon, je range un peu à l'arrache, sinon ça va être trop long. Je rangerai plus tard. Alors, ça, on va le mettre ici. Vous voyez, en fait, vous pouvez développer avec des bots comme ça de 3 personnages. Il y en a 5 ou 6, je crois. Deuxième, c'est aussi une réédition. Et finalement, il y a quelques rééditions. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, ce Libertalia. C'est un jeu de 2012 à la base, de Paolo Mori. Et en fait, extrêmement original. Ah, on peut y jouer à 2 maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a en fait des améliorations dans ce jeu qui sont super cool. Déjà esthétiquement, ça tabasse. Je préfère parce que c'est moins classique que l'ancienne version où c'était des pirates, la Pirate des Caraïbes. Bon, ça c'est vu et revu, on a un peu marre de cette approche. Là, on a une esthétique qui est vraiment une patte graphique qui est très sympa quoi. Même le code couleur, ça fait rêver. Vous voyez, on a même des bateaux volants, c'est incroyable. On a, hop, alors je vous montre. On a des trésors. Donc en fait, l'idée de Libertalia, c'est de récupérer du butin, le partage du butin. On a des butins comme ça en résine. Regardez ça comme c'est beau, c'est super chouette. Ça, c'est pour noter notre scoring en fait, parce qu'on va faire des collections de butins qui vont nous rapporter des points. Voilà, c'est nous les plus riches.
Ça, c'est pour l'initiative qui va pouvoir changer. Et en fait, à la base, on a chacun un deck de 40 cartes identiques. Un joueur va tirer 6 cartes au hasard, je crois. Ouais, 6 ou 8 ou 10, je ne sais plus. Bon, ça... Bref, il tire un certain nombre de cartes, mais on va pas toutes les utiliser, du coup. Je crois que c'est 10. Hein. Et en fait, chacun va avoir le même deck. On va, à chaque tour... Hop, on va, chacun à tour de rôle, prendre une carte et la mettre face cachée sur la piste. On va connaître l'enjeu du tour avec les butins. Il va y avoir autant de butins que de joueurs. On va chacun mettre nos cartes là. Et en fait, une fois que chacun aura mis sa carte, on va les révéler. Et on va les mettre par ordre croissant. Sachant que on va d'abord activer l'effet des cartes par ordre croissant. Puis, on va faire le partage du butin par ordre décroissant. Sauf qu'il y a certaines cartes qui vont déplacer des cartes qui vont peut-être pas permettre à celui qui est le plus en bout de servir en premier, sachant qu'il y a des trésors maudits et des trésors pourris à pas récupérer. Ou alors, va obliger un personnage à faire telle ou telle chose, ou on va enlever une carte, tout un tas de trucs. Et donc, à chaque fois, on est pris entre choisir en premier le butin, ou activer la carte au bon moment, la petite carte au bon moment pour embêter les autres. Sachant qu'il va y avoir l'asymétrie qui va se construire au fur et à mesure, c'est ça qui est très sympa, puisqu'un personnage qu'on a utilisé, il va être défaussé. Donc il faut se rappeler des personnages qui sont joués. Par exemple, je sais qu'il y a déjà 3 joueurs qui ont joué le scout marin. Donc moi j'ai encore mon scout marin. Donc je vais le jouer au bon moment parce que tel ou tel personnage, si je le joue à un moment, si je suis seul à le jouer, j'ai un gain. Alors que si on est plusieurs à le jouer, je l'ai pas. Donc il va falloir bien gérer sa main pour jouer ses bons pirates au bon moment et essayer de rafler un maximum de trésors. C'est extrêmement malin, c'est hyper original, c'est rejouable à mort parce qu'il y a 40 personnages totalement différents. Et là, dans l'écrin qu'ils ont fait ici, il n'y a pas de raison. En plus, on peut jouer jusqu'à 6. Si vous cherchez un jeu à 6 qui n'est pas un jeu d'ambiance, franchement, Libertalia, c'est plein de coups bas. Et si vous aimez bien les jeux à la Cerbère, vous retrouvez cet esprit-là d'embêter l'adversaire et d'essayer de deviner ce que l'adversaire va faire, quoi. Donc, excellent jeu. Il y a de la psychologie, il y a du timing, il y a de la gestion de main, il y a de l'ambiance, il y a du beau matériel. Voilà, c'est un jeu qui a 10 ans maintenant et quelle joie de le voir revenir parce que c'est vraiment une pépite et ça aurait été dommage qu'une nouvelle génération ne découvre pas ce jeu absolument incredible. Hop. Donc Libertalia en numéro 2. Mais qui est le premier ? Alors le premier jeu, c'est... Je dirais pas que c'est une œuvre d'art, mais c'est un travail de malade de plusieurs années. Je pense qu'il a dû mettre au moins 5 ou 6 ans pour tout établir. C'est un auteur qui fait tout lui-même, les illustrations, la distribution, les mécaniques, l'écriture... C'est absolument incroyable. C'est un jeu narratif, donc en fait qui était en Kickstarter aussi, où il va y avoir des suites. C'est pas la suite de Nirenfar parce que c'est pas la même trilogie, mais on est dans la ligne directrice de ce jeu qui est un jeu narratif. Un petit peu livre dans les héros puisqu'on va prendre des décisions et ce jeu, vous l'avez peut-être reconnu, il est arrivé aussi en fin d'année. Alors celui-là, il était déjà pré-inscrit à ma première place avant même que je fasse la première partie parce que il a déjà je crois au moins 3 ans aux États-Unis, donc je le connais par cœur au niveau de sa mécanique. Et quand j'ai fait ma première partie en solo, ça n'a fait que confirmer tout le bien que je pensais de ce magnifique jeu. Lucky Duck, distribué. Ah, c'est une pépite, c'est le chef-d'œuvre de Ryan Locat. Bon bah là c'est une boîte, c'est pas la mienne parce que la mienne elle est à la maison parce que j'y joue tout le temps. Voilà. Donc du coup vous avez le speech, c'est que vous êtes une bande de copains, on va dire, qui se retrouvent propulsés dans un univers. Vous êtes dans les années 20 à la base. Et en 29 je crois, et vous êtes projeté dans un univers qui est dominé par des dieux endormis
qui vont expressément vous demander de récupérer 12 totems, sachant qu'il y en a presque une centaine à travers les cartes de base, plus l'extension Ruines ancestrales et donjons. Il y a 12 totems à retrouver. Et en fait, c'est un monde ouvert à la Zelda, où vous allez déplacer votre bateau, rencontrer des ennemis, des possibles alliés. Vous allez devoir entretenir votre bateau, rencontrer une centaine de monstres différents, avec un système de combat qui est super bien pensé, très intuitif, très tactique. Donc vous allez en chier, vous allez morfler. D'ailleurs, les 8 membres d'équipage et leur histoire, ils se traînent tous un petit peu des casseroles et des malheurs qui font que je suppose que cette aventure va les faire grandir humainement. Et en fait, vous allez, à chaque fois que vous allez aller dans un lieu, vous allez ouvrir votre livre, on va vous dire, en fait, vous rencontrez un vieux chaman qui est enfermé dans une cage et qui vous demande de vous approcher. Est-ce que vous vous approchez ? Ou est-ce que vous lui tirez des petits cailloux dessus ? Et en fait, en fonction de vos décisions et des tests de compétences, ça va vous entraîner certaines conséquences. Voilà. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut commencer, y revenir, jouer 2 heures, une demi-heure, reprendre, et c'est extrêmement beau. L'univers graphique, il vous porte vers l'évasion, et c'est un jeu extraordinaire de travail, d'élaboration narrative. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment, on voit que à force d'être dans cet univers-là, dans cette mécanique-là, il a réussi à encore aller plus loin dans la qualité de ce qu'il nous propose. Et c'est un jeu incroyable. Voilà, c'est fait pour ceux qui aiment le narratif, le voyage, l'évasion, les mondes ouverts, voilà. Ça, c'est fait pour vous, quoi. Si vous recherchez un jeu narratif d'évasion, il n'y a pas à chercher, quoi. Hein. Vous prenez votre petit porte-monnaie et vous venez et vous prenez ça direct. Hein. Ça, c'est de la balle. Voilà, et c'est Sleeping Gods. C'est mon jeu numéro 1 de l'année. Et voilà. Donc du coup, c'est tout pour 2022. Donc comme je vous disais, une très 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 belle année. Je vais vous récapituler mon top 20. Et puis après, je vais vous laisser tranquille. Alors, en 20e position, on a Discover. En 19e, 10. En 18e, Flamecraft. En 17e, Almanac. En 16e, Too Many Bones. En 15e, Bad Company. En 14e, Escape Darkest Sector. En 13e, Oak. En 12e, Endless Winter. En 11, Wild. En 10, First Empires. En 9, Great Western Trail. En 8, Perladora. En 7, Bullet. En 6, Cubitos. En 5, Dice Throne. En 4, Summoner Wars. En 3, Super Fantasy Brawl. En numéro 2, Libertalia. Et en numéro 1, la pépite, Sleeping Gods. Et voilà, merci, bon jeu, à bientôt.